Merci de nous recevoir chez vous dans un instant. Les titres du journal. L'élection d'un nouveau bureau des conclusions, tels sont les faits majeurs de la clôture des travaux du 9e congrès statutaire du SNEX qui ont pris fin hier soir. Déclaration de presse ce matin du comité directeur de l'USN. Au menu, 2 points, l'association politique et académique de notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Fin hier après-midi des travaux du 9e congrès statutaire du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SNEX. Des conclusions et l'élection d'un nouveau bureau ont marqué la clôture de ce congrès. C'était en présence de nos reporters Asman China et Cheb Bissoum. La principale conclusion de ce congrès, c'est le renouvellement du bureau du syndicat avec Idi Adamou comme secrétaire général qui explique comment il compte mener sa mission. Nous irons là où pour permettre d'avoir des solutions à nos problèmes. Inch'Allah, donc avec votre appui, l'appui de tout le monde, parce que nous avons pourtant besoin de l'appui de tout le monde aussi. Seuls nous ne pouvons pas réussir. Nous arriverons donc à trouver des solutions par rapport aux différentes contraintes, aux différents problèmes que nous vivons ensemble. Nous ferons en sorte de rappeler aussi nos camarades, s'ils ne font pas leur travail, de les rappeler, alors nous ne manquerons pas de le faire, pour que chacun revienne, pour que les universités publiques du Niger puissent contribuer convenablement au développement de ce pays. Parce que c'est ça qu'on attend de nous. La société attend de nous ce service. Et il faut qu'on réponde présent à chaque fois que nécessaire. Des recommandations et résolutions ont également sanctionné les travaux de ce congrès, dont celles relatives à l'éthique et à la déontologie et aux textes régissant les universités de l'intérieur du pays. Considérant l'existence d'un code d'éthique et de déontologie pour les universités publiques du Niger, considérant l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants chercheurs et chercheurs, considérant les manquements constatés chez certains camarades dans l'accomplissement de leurs obligations statutaires, le 9e congrès statutaire du SNEX, réuni le 10 et 11 octobre 2014 à Niamey, demande avec insistance aux différentes administrations, c'est-à-dire rectorat et décanat, d'appliquer strictement les dispositions du code d'éthique et de déontologie et toutes les mesures disciplinaires prévues par les textes à tous les camarades défaillants. Considérant que depuis leur création, les universités professeurs d'Andiko Dankolodo de Maradi, l'université de Tawa et l'université de Zender fonctionnent sur des textes provisoires, considérant que ce mode de fonctionnement compromet gravement l'autonomie de ces universités. Le 9e congrès statutaire du SNEX, réuni à Niamey le 10 et 11 octobre 2014, demande instamment au gouvernement de doter de toute urgence les autres universités publiques du Niger des textes identiques à ceux de l'université de Niamey. Les autorités ont pris l'engagement de prendre en compte ces résolutions et recommandations. D'importants cadeaux ont été par ailleurs remis aux délégués des syndicats amis du Sénégal et du Burkina Faso qui ont bien voulu assister à ce 9e congrès statutaire du SNEX. La situation sociopolitique de notre pays et celle des élèves et étudiants nigériens en ce début de rentrée scolaire et académique était au centre d'une déclaration de presse rendue publique ce matin par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN. Le résumé de cette déclaration dans ce reportage signé Michel Deji. En premier lieu, c'est un hommage mérité que le comité directeur de l'USN a rendu aux 9 vaillants soldats nigériens tombés sur le champ d'honneur au Mali le vendredi 3 octobre dernier. À cette occasion, l'USN présente ses condoléances à l'État du Niger et aux familles endeuillées. L'USN demande aussi à l'État de tout mettre en œuvre pour sécuriser les familles de tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur en garantissant leur avenir. 2. Relativement à la rentrée académique 2014-2015, l'ISN se félicite de l'engouement que cette rentrée des primaires collèges et lycées a suscité et la disponibilité de fournitures à temps. L'ISN attire l'attention de l'État sur les difficultés liées aux tables bancs et aux encadreurs suffisants dans toutes les écoles du Niger. Après la rentrée
des primaires, collèges et lycées. Les regards des acteurs de l'école nigérienne doit être braqué sur le déroulement de l'année académique. Précisément l'État, qui doit créer les conditions d'une bonne année académique en travaillant en synergie avec les élèves et les enseignants, en les mettant tous dans les conditions, en adéquation avec leur environnement, en vue d'une performance et d'une qualité indiscutable. Une autre question ayant fait objet de cette déclaration de presse de l'USN, c'est la situation de leurs camarades fréquentant les écoles professionnelles et techniques. Il vous souviendra qu'en février 2007, l'État du Niger et la coalition qualité équité contre la vie chère au Niger étaient convenus sur un accord relativement à une réduction des frais d'inscription dans les écoles ci-dessous. 35% de réduction des frais de scolarité dans des écoles normales. 35% de réduction des frais de scolarité dans des établissements suivants: complexe technique Kalmaharo, CFPA, CFPP, lycée technique d'Ankassawa, lycée d'enseignement professionnel Isaberi, les CFPT régionaux et les CFPT AMA. 30% de réduction à l'ENAM, IFTIC, NSP de Niamey, NSP de Zender, ISP, IPDR de Kolo, CNIPT, EMIG et Maïr. Malgré ces conclusions entre le gouvernement et la coalition équité contre la vie chère au Niger, certaines écoles, au mépris de cet accord, augmentent de façon éhontée et unilatérale les frais de scolarité. Voilà une pratique inadmissible qui ne va pas nous laisser indifférents. L'ISN usera de tout son pouvoir pour arrêter une telle dérive. Concernant les problèmes relatifs au paiement des bourses, le comité directeur de l'USN demande la matérialisation rapide de l'ouverture d'un compte bancaire à tout étudiant boursier et une augmentation significative des allocations accordées aux étudiants non boursiers. Du sport football, troisième journée des éliminatoires de la CAN 2015. Le MENA national et les Tipolo Polo de la Zambie se sont neutralisés hier soir au stade général Sénikoundé sur un score vierge de 0 but partout. Un nul qui n'arrange pas le MENA dont les chances de qualification à une troisième phase finale d'une CAN s'amenuisent davantage. Réaction d'après-match suivant respectivement le capitaine du MENA Moussa Mazo et les sélectionneurs du MENA Guernotror. Franchement, on a tout donné. Moi-même, je suis pensé qu'il n'a pas marché parce qu'on était super motivés à cause de nos compatriotes qui sont décédés à la guerre au Mali. Donc, on voulait tout faire pour gagner ce match pour eux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Franchement, on a tout donné. Je suis super déçu parce que c'était un match qui était à notre portée. Et voilà, j'espère de tout mon cœur qu'on va tout faire pour gagner là-bas chez eux en Zambie. L'espoir est là encore. L'espoir est là. Le Mozambique a gagné le Cap-Vert chez eux. Donc si on va là-bas, on gagne. C'est possible encore. En tout cas, moi, j'y crois. Vous êtes déçu quand même. Je suis déçu, mais j'y crois. Je suis sûr qu'on va faire un bon résultat en Zambie, Inch'Allah. En défense, comme vous avez vu, nous avons mis Laurent Blanc arrière droit et on a bricolé l'axe ancien avec Chikoto et avec Kofi et avec Kouma qui était arrière gauche. Donc on a eu une défense au début qui a flotté un peu, mais on a vite remédié à ça. Et malgré la blessure de Chikoto en deuxième mi-temps, avec la rentrée de Soulé, la défense a joué son match et n'a pas encaissé de but. Par contre, c'est devant que nous avons manqué d'efficacité. Justement, on a senti Mazo assez isolé. Une fois qu'il a été replacé dans l'axe tout seul, rien ne va plus. Oui, nous avons joué avec 3 attaquants, avec un ailier gauche, avec un ailier droit et avec un avançant qui était Mazou. Compte tenu de la petite forme de Camilou, nous étions obligés de faire ce changement-là. Alors, coach, un match nul à l'extérieur pour le Niger, ça serait forcément un excellent résultat. Un match nul à domicile, comment vous le qualifiez? Oui, ce match nul à domicile, pour le qualifier, il faut attendre le match retour dans 4 jours. Si dans le match retour, nous faisons un résultat positif, ce match nul n'est peut-être pas si dramatique que ça. Nous sommes toujours avec Zambie à 2 points dans le classement
et nous avons toutes nos chances encore de qualification, mais il faut ramener un résultat dans 4 jours en Zambie. Les chances avec la victoire du Mozambique aujourd'hui face au Cap-Vert. Est-ce que le Niger a toujours ses chances? Bien sûr, le Mozambique a maintenant, il me semble, 5 points. Voilà, ils sont deuxièmes, ils ont 3 points d'avance, mais on va les recevoir au match retour. Et le goal average particulier peut faire la différence. Donc on ne s'inquiète pas, on a 3 points de retard sur la Mozambique, c'est vrai, mais nous sommes capables de les battre. On l'a vu là-bas, notre match nul à Mozambique est valorisé par leur victoire contre le Cap-Vert. Avec la sortie de Mohamed Ali, est-ce que vous ne regrettez pas de n'avoir pas aligné Olivier Bron? Non, Olivier n'a pas joué depuis 1 an, donc il n'était pas du tout en mesure de nous apporter un plus. C'est suffisant de passer? C'est pas suffisant puisqu'on n'a pas marqué. Donc il faut marquer un but. On voulait gagner le match. L'équipe a bien attaqué le match. Elle a oublié de marquer le but qui nous tendait les bras même à la fin, mais elle a fait un bon match. Il manquait que le but. Essayons de le marquer mercredi prochain. Pas aussi au point, coach. Oui, tout à fait. Il était en difficulté, mais lorsque vous avez déjà un défenseur arrière droit blessé qui est Sakou, et que vous avez un jeune joueur comme Soulé qui n'a jamais joué encore d'entrer en match avec nous, eh bien, on doit quand même faire confiance un peu aux anciens, et personne ne pouvait prévoir la blessure de Chikoto. Voilà, le MENA donc qui a quitté Niamey aujourd'hui pour Indolo ou en Zambie, donc où le MENA national jouera ce mercredi 14 octobre contre les Chipolo Polo de la Zambie. Une rencontre qui s'annonce difficile pour le 11 national qui va donc batailler très dur pour espérer se qualifier à une phase finale d'une CAN de football, la 3e du genre. Et nous souhaitons bonne chance donc au 11 national. L'actualité dans nos régions avec ce coup de projecteur sur la commune rurale de Torodi. La carte postale est signée Adam Ousmana sur des images de Ibrahim Aboudou. Torodi, désignant un peu la provenance des autochtones de cette localité de l'ouest du pays dont les origines remontent au Fouta Toro, est une commune rurale du département du même nom. Une commune qui a vu le jour en 2002 sur une superficie de 5000 km², comprenant 75 villages administratifs avec une population de près de 109 000 habitants. La commune de Torodi est une commune située à l'extrême sud-ouest du pays et qui se trouve sur la route principale, la RN6 qui va au Burkina Faso, à une 60aine de kilomètres, c'est-à-dire de la capitale. Elle est située, c'est-à-dire au nord, limitée au nord avec les communes rurales de Dargol, Namaro et Goté. Au sud, nous avons la commune de Makalondi. À l'est, nous avons les communes de Bichinkodji et de Gelayo. Et à l'ouest, on fait frontière avec le Burkina Faso. Les principales activités, les 2 grandes activités, c'est surtout l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire auxquelles s'ajoute le commerce et puis l'artisanat et puis les autres activités secondaires. Par rapport aux recettes, c'est-à-dire de la commune, le principal atout de la commune, c'est surtout les recettes tirées de l'élevage. C'est l'élevage, c'est-à-dire qui constitue, c'est-à-dire la source pourvoyeuse, c'est-à-dire des recettes de la commune de Torodi. Et en plus de cela, il y a aussi le commerce dans d'autres domaines, quoi. Mais sinon, c'est surtout les marchés de bétail qui font gonfler, c'est-à-dire les caisses, c'est-à-dire de la commune. Cependant, les vaillantes populations de cette partie du pays font face à un récurrent problème qui met malheureusement leur vie en danger. Le principal problème, c'est un problème de sécurité. Il y a tellement de bandits, c'est-à-dire qui vraiment font des torts, c'est-à-dire aux paisibles citoyens, notamment les commerçants. C'est-à-dire les jours de marché, ils interceptent, c'est-à-dire les routes, et puis ils les rançonnent de tous leurs biens. Ça, c'est vraiment désolant. On a organisé un forum par rapport à cela pour qu'il y ait, c'est-à-dire de changements, qu'il y ait des sensibilisations, mais jusque-là, ça continue, c'est-à-dire vraiment, c'est le principal problème. Au vu de la position géographique de cette zone distante de moins de 100 km de la capitale,
Il est incompréhensible qu'une telle situation perdure sans que les autorités au plus haut niveau ne trouvent des solutions idoines afin de garantir le plein épanouissement des filles et fils de cette contrée du Niger. L'actualité hors de Chounou, jour d'élection générale ce dimanche en Bosnie. Près de 4 millions de personnes sont appelées aux urnes. L'enjeu, élire la présidence collégiale du pays, mais aussi renouveler le Parlement central. Un scrutin sur fond de crise économique dans un pays qui reste divisé selon des lignes ethniques. 1995, les accords de Dayton mettent fin à la guerre civile de Bosnie entre Serbes et musulmans. C'est le dernier des conflits nés de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Mais les divisions ethniques entre Serbes, Croates et musulmans sont gravées dans le marbre de la Constitution. La Bosnie-Herzégovine est coupée en deux. D'un côté, la République serbska à majorité serbe, de l'autre, la Fédération de Bosnie-Herzégovine croato-musulmane. Chacune a son gouvernement et son propre parlement. Deux entités liées par un faible État central, dirigées par 3 coprésidents, un Serbe, un Croate et un musulman. Chacun prend tour à tour les rênes du pays. Mais 20 ans après, les tensions nationalistes sont toujours là. Milorad Dodik brigue un second mandat de président de la Republika Srpska et chacun ici a la même idée sur l'avenir du pays. Si l'État de Bosnie ne peut pas fonctionner, nous n'avons aucune raison de souffrir enchaînés et nous allons avancer vers une indépendance complète. Côté musulman à la tribune, c'est un autre message. Ici, on plaide pour un renforcement de l'État central. Des discours aux accents nationalistes. Pourtant, en février dernier, ce sont bien d'autres sujets qui préoccupent ces Bosniens. Dans plusieurs villes, des bâtiments du gouvernement sont incendiés, dont le siège de la présidence à Sarajevo. Dans un pays où le taux de chômage dépasse les 40% et un habitant sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté, ces manifestants dénonçaient la corruption des élites au pouvoir. Crise économique et crise politique, la Bosnie a jusqu'ici été incapable de voter les réformes demandées par Bruxelles pour adhérer un jour à l'Union européenne. Les Boliviens ont eux aussi voté ce dimanche pour un scrutin présidentiel qui devrait reconduire Evo Morales pour un 3e mandat. Son portrait dans ce sujet. Le visage du président bolivien s'affiche dans les rues de La Paz. Son slogan de campagne « Avec Evo, nous allons bien » renvoie au succès de sa politique économique. Au pouvoir depuis 2006, le président de gauche Evo Morales pourrait décrocher un 3e mandat d'affilée à la tête de la Bolivie. Il nous a beaucoup aidés, surtout les personnes âgées. Il nous a soutenus. C'est pour ça que je suis contente. Je vais voter pour lui. Il a fait du bon boulot jusqu'à maintenant, mais ce n'est pas une bonne chose qu'il n'y ait pas de changement de président, un politicien différent. Selon un dernier sondage, il obtiendrait près de 60% des intentions de vote, loin devant son principal rival Samuel Doria Medina, un magnat du ciment qu'il a déjà battu lors des 2 précédentes élections. Evo Morales revendique un des meilleurs taux de croissance de la région. Sa gestion du pays, un des plus pauvres d'Amérique latine, a reçu les encouragements des organisations internationales. Ce dimanche, quelques 60 observateurs mandatés par l'Organisation des États américains sont présents dans les diverses régions du pays. Nous n'avons constaté aucun élément dangereux, de fraude notamment. La fraude est difficile avec les moyens modernes et les systèmes d'information que nous avons. Le taux de participation des Boliviens au vote est incroyable. Ici, le vote est obligatoire sous peine d'une amende élevée. Les 6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes jusqu'à 16h heure locale. La communauté internationale est rassemblée au Caire pour une conférence de donateurs. Objectif, mobilisation de ressources pour la reconstruction de Gaza.
3 guerres en 6 ans à Gaza, le président de l'autorité palestinienne plaide sa cause. Mahmoud Abbas appelle aux dons. Il présente un projet de reconstruction de Gaza pour un montant de 4 milliards de dollars. Les États-Unis annoncent une aide supplémentaire de 212 millions de dollars. Cette conférence ne doit pas déboucher seulement sur une aide financière, mais sur un nouvel engagement de toutes les parties à œuvrer pour une paix qui réponde aux aspirations de tous, les Israéliens, les Palestiniens et toutes les populations de la région. Cet été, plus de 2000 Gazaouis ont été tués lors de l'opération Bordure Protectrice. En 7 semaines de bombardement, 18 000 bâtiments ont été détruits. Aujourd'hui, la communauté internationale appelle au dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Ce qu'on a vu depuis 20 ans, c'est reconstruction, destruction, reconstruction, destruction avec des souffrances épouvantables. Et quand il y a une négociation, elle n'aboutit pas. Mais la perspective d'une relance des négociations a été fraîchement accueillie par le ministre des Affaires étrangères israélien, qui n'avait pas été invité au Caire. Une absence que certains regrettent. Nous aurions souhaité qu'Israël puisse être là parce que, d'abord, c'est du bon sens. La destruction de Gaza, elle ne s'est pas faite toute seule. De son côté, le Qatar promet une aide d'1 milliard de dollars, de loin la plus grosse contribution immédiate à la reconstruction de l'enclave palestinienne. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.